Alors, dans cette leçon, nous allons parler de frottement. Commençons par le frottement statique. On se rappelle que frottement statique, on a vu ça en 11e, ça veut dire le frottement juste avant que l'objet se mette à bouger. C'est-à-dire qu'on applique une force, mais l'objet est toujours pas en mouvement. Par exemple, ici, nous avons notre travailleur qui pousse ici sur le réfrigérateur. Bien sûr, il y a la force normale, la force de gravité du réfrigérateur, la force appliquée par le travailleur et la force statique. Alors, quand on fait notre diagramme ici, on a nos axes Y, X, on met notre force statique, notre force de frottement statique, notre force appliquée ici, force de frottement statique, notre force normale, notre force de gravité. Et on se rappelle que notre force, dans le fond, le lien entre la force ici statique et la force normale. Alors, on se rappelle que la force de frottement statique, c'est égal à un coefficient de frottement statique fois la force normale, qu'on retrouve ici. Et notre force appliquée, tant qu'elle est plus petite que la force normale fois ce coefficient-là, notre objet va être immobile. Et là, on voit ici un égal. Ça veut dire qu'à un moment donné, la force appliquée, elle va juste être suffisante ou de même grandeur que la force de frottement statique juste avant que l'objet se mette à bouger. Parce qu'aussitôt que ça va être égal, ça veut dire que c'est presque au moment où est-ce que ça va se mettre à bouger. Il suffit de juste une petite affaire de plus de force appliquée et là, ça va se mettre à bouger. Et là, ça, finalement, là, ça va être plutôt la force cinétique, de frottement cinétique qui va venir rentrer en ligne de compte. Donc ça va être un autre coefficient. Alors c'est pour ça, cette équation-là ici, c'est que la force absolue de la force appliquée, parce que là, dans ce moment-ci, c'est bien sûr que la force de frottement est toujours contre la force appliquée. Mais pour savoir c'est quoi l'ampleur de notre force de frottement statique, mais c'est toujours par la force, par rapport à la force qu'on applique. Ça veut dire, si j'applique 10 newtons et c'est suffisant pour ne pas faire bouger encore, ça veut dire que la force de frottement, elle va être de 10 newtons, parce que ça permet encore de ne pas faire bouger le réfrigérateur. Mais si, par exemple, j'arrive à 12 newtons de force appliquée et que là, tout d'un coup, c'est plus grand que le maximum que ça pouvait être, la force de frottement statique, c'était 10 newtons, mais là, ça va se mettre à bouger. Ça veut dire que là, on va rentrer dans un autre type de frottement. Alors, il faut se rappeler que la force de frottement statique, c'est réellement lorsque ça ne bouge pas. Ça veut dire que la force appliquée est toujours plus petite ou égale au maximum que qu'est-ce que ça peut avoir. Ça veut dire que quand on va te dire c'est quoi la force maximum qu'on doit appliquer avant que ça se mette à bouger, mais n'oubliez pas que c'est la force appliquée max, donc qui équivaut finalement à notre force de frottement statique. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que c'est vraiment la limite de se mettre à bouger. Alors, souvent dans les questions, quand on vous demande ça, on vous demande quelle est la force de frottement maximale ou la force appliquée maximale avant que ça se mette à bouger. Tandis que le frottement cinétique, ça le dit, c'est lorsque l'objet est en mouvement. L'objet peut être en mouvement aussi à vitesse constante. Il va avoir une force quand même qu'on dit de frottement cinétique, mais là, ça veut dire qu'il y aurait une force appliquée qui vient faire en sorte que ça contrecarre la force de friction cinétique, que l'objet continue à aller à vitesse constante. Okay? Alors, à une vitesse dite constante. Sauf que si on n'applique plus de force sur notre objet et que c'est juste la force de frottement cinétique qui agit sur notre objet, mais notre objet va se mettre à ralentir, ça veut dire qu'il va y avoir décélération. Et dans ce cas-ci, la force de frottement cinétique est encore reliée à la force normale. Puis là, maintenant, ça va être plutôt un coefficient qu'on dit de frottement cinétique. Alors,
Bien sûr, il faut se rappeler que la force de frottement cinétique est toujours à l'inverse du mouvement. Ça veut dire que si, par exemple, dans ce cas-ci, la vitesse est vers l'avant, la force de frottement va être vers l'arrière. Elle va toujours contre le mouvement. Puis bien sûr, ben, les coefficients, vous allez les retrouver dans votre livre, au tableau 2.1. On a ceux pour la UC, cinétique, et ceux pour statique. Et selon les surfaces sur lesquelles on retrouve tel type de matériel. Par exemple, l'acier sur la glace, bon, on retrouve les deux types. Caoutchouc sur de la glace, donc on retrouve ici plutôt le UC, le cinétique. Puis le statique, bizarrement, il ne donne pas de valeur ici. Alors on voit différents types là. Alors, par exemple, là, si on prend un problème type, il peut arriver qu'on peut se demander, est-ce que vaut mieux pousser sur un objet ou le tirer sur l'objet pour que ça soit moins difficile ou plus facile à déplacer. Alors ici, on a un travailleur qui va appliquer une force de 3,6 fois 10 à la 2 newtons sur une caisse dont la masse est de 45 kg. L'ouvrier a le choix de pousser ou tirer sur la caisse avec un angle de 23 degrés. Alors il va tirer avec un angle de 23 ou pousser avec un angle de 23. Le coefficient de frottement cinétique entre le plancher et la caisse est de 0,36. L'ouvrier veut déplacer la caisse aussi rapidement que possible. Il ne sait pas s'il doit la pousser ou la pousser. Bon, on ne sait pas trop s'il doit la pousser ou la tirer. Excusez pour le dérangement, les élèves qui ont gagné des billets pour les Donc, de Hawkesbury, veuillez vous présenter au foyer de l'école immédiatement. Merci. Alors ici, avant qu'on se fasse interrompre par les billets des Hawks, alors ici, on a en A, calcule la valeur de l'accélération lorsque la caisse est poussée. Donc, la première situation. Alors, première situation, l'individu ici pousse sur la caisse pour pouvoir déplacer la caisse de cette manière-là avec une certaine accélération. Alors, on commence par faire notre diagramme des forces. Notre point qui représente notre caisse, il y a une force normale, parce qu'on sait qu'il va y avoir une force normale, parce qu'elle est sur une surface, donc force normale. On a notre FG, comme ça, donc FG, qu'on sait que c'est égal à MG, comme ça. Maintenant, étant donné qu'il cherche à déplacer dans ce sens-là la force de frottement cinétique, parce que là, c'est en mouvement, et du côté par ici. Et il applique une force de cette manière-là. Ça veut dire ici, si on regarde, il applique la force comme ça. Mais là, si on déplace le vecteur, parce que là, il pointe comme ça, si on déplace le vecteur ici, mais le 23 degrés, il va être là. C'est parce que, dans le fond, s'il pousse comme ça, c'est les angles opposés, alors c'est 23 degrés. Alors, dans notre diagramme, notre force, attendez un instant, on va déplacer ça ici, on va le mettre de l'autre côté. On déplace ça comme ça, et ça, c'est la force qu'il va appliquer. Donc, il applique avec un angle de 23 degrés. Alors, bien sûr, tout de suite, on voit qu'il va falloir faire une décomposition ici de notre force qu'on applique. Il va y avoir une force en X, une force appliquée en Y. Alors ça, dans ce genre de problème-là, il faut toujours commencer par décomposer nos choses. Mais on peut aussi le faire en cours de route. Okay? Alors, on peut choisir d'aller décomposer tout de suite
nos valeurs, ou on peut y aller réellement avec, comment je pourrais dire, avec toutes nos lettres, puis remplacer juste à la fin les chiffres aux bonnes places. Puis là, c'est ça que je veux faire ici. Alors, parce que là, dans le fond, ici, on sait qu'on va avoir besoin de certaines valeurs en Y. Parce que on le sait qu'il y a un lien entre le Fn puis la force de frottement ici, qui est en X. On sait que Fc a un lien avec le coefficient et le Fn comme ça. Puis là, bien sûr, on a ça comme ça. Ça veut dire que forcément, en Y, il va falloir aller chercher une valeur. Donc, en Y, on fait ça comme ça. En Y, de 1, la boîte ne bouge pas en Y. Il n'y a pas de mouvement. Déjà, on peut dire que delta F en Y égale 0. Puis, qu'est-ce que nous avons en Y? On a la force normale plus le FG plus la force appliquée en Y. Maintenant, le Fn, on ne le connaît pas. On sait que le Fg, ici, c'est la masse fois la gravité, puis c'est vers le bas. Donc, on sait que ça va être m fois g. Mais là, on va voir, c'est quoi la masse de notre... C'est 45 kg. Donc, 45 kg fois 9,81. Donc, c'est notre ici, 45 fois 9,81. C'est notre FG. Négatif parce que c'est vers le bas, comme ça. Maintenant, FAY, on regarde ça ici. On connaît notre force appliquée, qui est de combien? 3,6 fois 10 à la 2. Donc, on connaît ça ici, 3,6 fois 10 à la 2. Il y a un angle de 23, c'est le côté opposé, donc c'est le sin. Et là, on regarde, on voit que ce vecteur Y-là, FAY, est vers le bas. Alors, ça va être négatif ici. Alors, c'est 3,6 fois 10 à la 2 fois sin de 23. Et notre force normale est donc de 582 newtons. Ça, c'est qu'est-ce que nous avions en Y. Maintenant, en X, on sait que en X, il va y avoir accélération parce qu'on veut faire bouger notre boîte à une certaine vitesse, ça veut dire on veut l'accélérer. Et là, on a la force appliquée en X plus la force de frottement qui veut aller à l'encontre de notre mouvement. On remplace notre masse ici par 45. L'accélération, on la connaît pas encore. FAX, ben là maintenant c'est le cos. Alors c'est 3,6 fois 10 à la 2 fois le cos de 23 degrés. Moins, parce que là, la force de frottement va à l'encontre. Mais là, on sait que la force de frottement, FC, est en lien avec la force normale. Alors, le coefficient qu'on nous donne est de 0,36. La force normale, on l'a trouvé ici. Donc, fois 582. Alors, on vient remplacer ça ici. 582. Bien sûr, vous pouvez vous faire tout de suite vos calculs, trouver la réponse ici, puis venir la mettre. Mais dans mon cas, j'avais tout mis d'un coup à la même place. Parce que là, après, j'ai calculé ça comme ça. On arrive à 121,5
82. Maintenant, il nous reste à diviser par le 45. Et on trouve que l'accélération, elle est de 2,7 mètres secondes carrés. Donc ça ici, c'est l'accélération lorsque on pousse sur la caisse. Maintenant, ça c'était pour le A, c'est-à-dire qu'on poussait. Maintenant, on dit, ben, si on tire plus tôt, ça veut dire cette situation-là. Alors, si plutôt on va tirer avec le même angle de 23 degrés, alors là, ça change un peu notre diagramme. Okay? Donc, en B. On me demande maintenant, bien sûr, la force normale ici est comme ça. Le FG est comme ça. FG est encore égal à mg. La force de frottement est encore de ce côté-là. Mais là, maintenant, je tire de cette manière-là à 3,6 fois 10 à la 2 newton. Donc, c'est ma force appliquée. Puis là, encore une fois, j'ai encore un triangle comme ça. Donc, ici, j'ai FAX, FAY. Et avec un angle, bien sûr, de 23 degrés. Et là, tout de suite, on peut se dire, ah, on ne peut pas aller chercher le Fn qu'on a fait dans le premier calcul, parce que là, on voit que la composante Y de la force appliquée n'est pas dans le même sens que dans l'autre problème. Alors, la force normale risque de ne pas être la même valeur. Alors, il faut refaire en Y. En Y, on sait qu'il n'y a pas de mouvement. Okay? La boîte, là, elle se déplace en X. Alors, la sommation des forces en Y, mais c'est égal à 0. Puis ça, quand on regarde, ben, on a notre Fn plus notre Fg plus la force appliquée en Y. Dans ce cas-ci, toujours Fn qu'on cherche, le Fg est encore négatif, puis c'est encore 45 fois